Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Tout de suite, les titres. Bonne nouvelle pour les petits salaires. Le SMIC a été revalorisé depuis hier, conséquence obligatoire de la hausse des prix. Une augmentation qui reçoit un accueil mitigé chez les patrons. Nos équipes les ont sondées. Puis nous irons du côté de la presqu'île pour un point d'étape des différents chantiers en cours à l'approche des Jeux Olympiques. Passerelle, marina ou encore tour des juges, petit aperçu dans ce journal. Et on retrouve ce soir Oriano Tefao dans Terra Sport. Avec lui, nous prendrons des nouvelles de nos basketteurs dans l'Hexagone. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, passe la barre des 170 000 francs. Il est désormais de 173 181 francs, une revalorisation basée sur la hausse des prix. Si cette annonce actée en Conseil des ministres en début de semaine est une bonne nouvelle pour les plus bas salaires, elle pose des questions du côté des patrons. Nicolas Pérez, Jessica Doucet. Le SMIC passe officiellement à 173 181 francs bruts par mois. Une revalorisation salariale de 2,38% actée le 30 avril dernier qui se cale sur l'indice des prix de l'ISPF. 2,38 c'est beaucoup, c'est moins qu'avant, mais c'est encore beaucoup. Et donc je ne sais pas ce qu'il y aura dans les prochains mois, mais aujourd'hui 2,38 c'est sur le SMIC, voilà, ça fait plus de 4 000 francs par salarié dans un ETP sur un SMIC. Voilà, donc c'est pas rien, mais en même temps, si le SMIC augmente, c'est parce qu'il y a eu de l'inflation, que les prix ont augmenté, que la vie a été plus chère. C'est ça le constat. Un salaire minimum qui, depuis 66 ans, connaît des augmentations plus ou moins marquées. Notamment depuis 20 ans, puisque le SMIC est calé sur la hausse des prix et non sur la croissance. Si ce modèle de calcul est aujourd'hui institutionnalisé, la CPME s'interroge quand même sur le timing proposé par l'exécutif. Pourquoi on annonce le 30 avril l'augmentation du SMIC au chef d'entreprise qui forcément a la réponse le 2 mai, puisque c'est férié le 1er mai, et forcément on va avoir du mal à répercuter ces augmentations sur le mois de mai. Voilà, donc c'est dommage parce que la réponse à cette question, je pense que le gouvernement l'a depuis largement plus d'un mois. Le MEDEF, de son côté, salue cette revalorisation pour les plus bas salaires, mais craint une répercussion sur les prochaines négociations salariales prévues en fin d'année. On vient également laisser moins de marge de manœuvre pour l'ensemble des autres salariés. Et si toutefois on venait aussi, au terme des accords du mois d'octobre prochain, proposer une hausse des salaires de l'ensemble finalement des employés de Polynésie, il y aurait également forcément une répercussion sur les prix de vente des entrepreneurs et de leurs produits et services. Comparativement au territoire d'outre-mer du Pacifique, avec 173 181 francs, la Polynésie se situe dans le haut du panier. Par contre, le Fénois reste loin derrière la Nouvelle-Zélande et la France, alors que le coût de la vie dans ces pays y est jusqu'à 40% moins cher. Avec une inflation qui ne cesse de progresser, la seule solution pour les patrons est baisser le coût du travail et arrêter de fiscaliser le travail. Le travail, c'est ce qu'il y a de plus dur à avoir en Polynésie dans un petit pays comme le nôtre. Il faut faire comme les pays du nord-est de l'Europe et du nord de l'Europe, c'est-à-dire enlever la fiscalité sur le travail. Syndicats patronaux et de salariés discuteront prochainement avec le gouvernement pour trouver des solutions afin d'améliorer le pouvoir d'achat des familles. À un peu moins de 3 mois des Jeux Olympiques et des épreuves de surf à Te Ahupu'o, les différents chantiers sont en cours de finition au bout de la presqu'île. La cellule Tuaronui en charge du suivi des travaux s'est déplacée aujourd'hui sur les différents sites pour effectuer un point d'étape. Désiré Teivao et Esther Parocordette l'ont suivi pour nous. Une visite de chantier particulière aujourd'hui à Te Ahupu'o. Tout a été fait depuis un bateau et personne n'a pu fouler les différentes installations. D'abord, la marina de Te Ahupu'o. Si sa rénovation a pris du retard, elle sera livrée le 28 juin avant le début des Jeux Olympiques programmés fin juillet. Au PK0, la nouvelle passerelle sera réceptionnée le 13 mai, soit avant le début des trials de la Tahiti Pro prévus les 18 et 19 mai et du main event programmé la semaine suivante. Certaines infrastructures vont être livrées, notamment la passerelle du PK0, mais
faut bien comprendre que l'ensemble de ces installations avait pour échéance les JO. Donc on parle bien des JO et pas forcément de la Tahiti Pro. On fait en sorte que la majeure partie des choses puissent être livrées à temps pour la Tahiti Pro en tout cas. La tour des juges, qui a fait tant parler d'elle, se dresse dans le lagon de Teahupo'o depuis quelques semaines déjà. Elle sera définitivement livrée lundi prochain. Aujourd'hui, il reste quelques finitions électriques, mais d'ici lundi prochain, donc tout sera terminé. Il manque encore on a les 4 poteaux de bois qui vont venir permettre au bateau d'accoster sans s'abîmer. On a répondu à ce qu'il fallait concernant la tour. Elle est propre, elle est plus solide que celle qui existait, elle n'est pas plus grande que l'ancienne tour. Il n'y a pas de salle climatisée pour le personnel dessus, donc toutes les demandes ont été exaucées. Donc. Du côté de la commune de Tayarapu-Ouest, on attend avec impatience la livraison de ces nouvelles infrastructures qui devraient profiter à la population une fois les JO passés. Je dirais que grâce quand même aux JO, Teahupo'o va bénéficier de beaucoup de travaux tels que les infrastructures qui sont rénovées ou encore de nouvelles infrastructures telles que par exemple la passerelle. Sinon il y a la rénovation de la marina. Donc tout cela, Teahupo'o a bénéficié grâce aux JO. Le cap des J-100 est passé et tout s'accélère à Teahupo'o. Les Jeux Olympiques doivent débuter le 26 juillet. Tahiti se prépare également à son arrivée le 13 juin, celle de la flamme olympique. Le parcours autour de l'île a été officiellement présenté ce matin. La grande fête qui est prévue laisse toutefois présager quelques difficultés, notamment en termes de circulation automobile. Sam Teinaure sur des images signées Tane Teaninura et Temoana. Il faut retenir, on aura d'abord des interdictions de stationnement le long de ces tronçons, à compter de 18h la veille, donc à compter du 12 juin 18h, sur tous les tronçons. Il ne fera pas bon circuler en voiture le 13 juin prochain sur les routes de Tahiti. Si les interdictions de stationner et circuler ne concernent que des segments de près de 5 km sur la route ou sur l'eau, il faudra attendre la fin du relais de la flamme pour pouvoir rouler. Toutes les communes de l'île accueilleront la flamme, sauf Fa'a qui n'a pas obtenu le label Terre des Jeux. Donc, n'ayant pas de label Terre des Jeux, le relais ne peut pas passer par Fa'a. C'est aussi simple. Et est-ce que vous connaissez la raison justement de l'absence de flottement de la Fa'a? Officieusement, le maire de Fa'a a demandé à pouvoir mettre un slogan politique sur le parcours de la flamme. Les Jeux Olympiques étant apolitiques, Fa'a n'a pas obtenu le label. Ce qui est dommage car la flamme sera portée par des personnalités du monde sportif, associatif ou de la société civile. Parmi eux, Maurice Apeang, le premier Polynésien à avoir participé aux Jeux Olympiques. C'était en 1972 à Munich. C'est un honneur et c'est la première pour moi et c'est beaucoup de choses. Il y aura du monde. Il y aura du monde, oui, c'est vrai. Et tout le monde te regarde et représenter, porter la flamme, c'est pas donné à tout le monde. Bon, pour moi, c'est beaucoup de choses pour ma famille, mes enfants et tout ça. Pour limiter les embouteillages sur la zone urbaine, il a été décidé que les établissements scolaires du second degré seraient fermés à partir de 13h sur Pir'e, Papeete et Fa'a. Il est inscrit dans le programme éducatif en cours d'histoire, d'art plastique, de chimie et de français. Le fait nucléaire est aussi raconté à la jeunesse polynésienne par des personnes qui l'ont elles-mêmes vécu ou combattu. Moment d'échange ce matin avec les élèves de 3e du collège Tino Manae Bamateia. Davidson Bennett était sur place. L'histoire de la Polynésie française est inexorablement liée aux expérimentations nucléaires. Il est donc naturel que cette séquence de l'histoire polynésienne soit enseignée aux collégiens. Du fait que ce soit encore tout récent, il y a encore ces ressources qui sont en train de se construire, de se bâtir, hein, cette bibliographie, une cytographie, voilà. Toutes les ressources sont en train encore d'être mises en place. Mais nous, en français, au collège, nous avons étudié quelques extraits de l'œuvre de Chantal Spitz, L'île des rêves écrasés, justement pour étudier la littérature engagée. Et cela tombait bien puisque nous étudions également le fait nucléaire. Les ouvrages sur le fait nucléaire ne sont pourtant pas nombreux. C'est pour cela que Marina Tea, professeure de français, a invité Papa Bernardino, jadis activiste antinucléaire, sur le Rainbow Warrior, et Hinamoeura Cross Morgan,
représentante à l'Assemblée et militante anti-nucléaire. Ah oui, je suis vraiment très contente que le fait nucléaire soit enseigné. Bravo à tous ceux qui ont travaillé pour ça bien avant moi. Et en plus, on a des professeurs qui sont vraiment motivés à parler un peu de toutes les conséquences, tout en prenant des précautions vis-à-vis de nos jeunes. Mais c'est un très bon moment que je passe avec eux. Et puis, ils sont curieux de comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce que là, en plus, on parle d'une génération qui n'a pas connu du tout les expérimentations nucléaires. Et je suis là aussi pour leur montrer que malgré le fait que ça se soit arrêté en 1996, ça les concerne toujours actuellement. Les élèves de 3e sont pour beaucoup surpris et curieux de connaître cette séquence de l'histoire polynésienne. Après, je les remercie carrément d'être venus nous voir, d'avoir partagé ça. Et ils ont fait ça pour nous. Pour qu'on apprenne encore plus à notre histoire. Et on pourra partager cela avec nos parents s'ils n'étaient pas au courant. Et partager avec notre famille et encore plus. L'objectif de ces rencontres et interventions est de créer un portrait de ces personnes engagées et de bâtir une exposition virtuelle, une plateforme qu'alimenteront élèves et professeurs pour les futures générations de collégiens. Un mot d'environnement maintenant, avec un focus sur la nouvelle réglementation pour l'approche des baleines. Applicable à la saison 2025, elle prévoit notamment de nouvelles distances d'observation et un quota de bateaux sur zone. Thomas Chabrol, Mériteato. Entre 2020 et 2023, le nombre d'autorisations délivrées pour pratiquer l'activité du whale watching n'a fait qu'augmenter, passant de 50 à 69. Le pays veut donc mettre un coup de frein pour ralentir la pression exercée sur les baleines à bosse. L'année dernière, il y avait à Montréal plus de 34 prestataires, dont certains avaient 2 bateaux, ce qui fait à l'eau, juste pour les prestataires, plus de 40 navires potentiellement à la recherche de whale watching. Les règles d'observation changeront pour la saison 2025, qui s'étendra désormais du 20 juillet au 20 novembre. Seuls 3 bateaux de prestataires autorisés par la DIREN pourront observer un groupe de baleines sur un même lieu. Leur nombre n'était pas limité jusqu'à présent. Les prestataires touristiques agréés par la DIREN seront les seuls à pouvoir approcher à 100 mètres de l'animal. Les particuliers, eux, seront tenus de respecter une distance de 300 mètres avec les cétacés. Les réunions entre la direction de l'environnement et les prestataires vont se poursuivre pour bien les préparer à ces nouvelles règles. On va encore rencontrer les prestataires de Tahiti et de Montréal dans les prochaines semaines pour pouvoir leur expliquer en quoi ce texte il est important, qu'est-ce qu'on veut faire pour protéger les baleines, comment on veut discuter avec eux pour faire les meilleures choses possibles, et le cas échéant, comme je disais, s'ils ont vraiment des vraies propositions qui sont intéressantes pour le respect des baleines et pour une meilleure approche de leur activité, ça pourra être pris en compte avec discussion bien sûr avec la vice-présidence. Autre changement, le nombre de personnes à l'eau sera limité à 6 passagers plus un accompagnant et à un seul navire par entreprise. Les prestataires pourront mettre à l'eau leurs clients à partir de 100 mètres, mais l'observation dans l'eau pourra se faire à 15 mètres de l'animal au lieu de 30 mètres. Détail important, une fois sur zone, les navires autorisés devront se déclarer sur une application mobile. Pour autant, aucune durée limite d'observation n'est requise par la direction de l'environnement. Et des prestataires que nous avons contactés s'interrogent sur certaines des nouvelles mesures, mais ils n'ont pas souhaité s'exprimer pour le moment. Ils préfèrent attendre les prochaines réunions avec la DIREN prévues ce mois-ci. On vous donne maintenant des nouvelles de nos sportifs hors du territoire, c'est dans Terra Sport. Et pour faire le lien avec nos athlètes à l'étranger, Oriano Tefo, bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors on part tout de suite dans l'Hexagone où se sont disputées les finales de la Coupe de France de basketball week-end dernier. Et parmi les champions, on y retrouve la Tahitienne Henrietta Richemont. Et oui, on peut dire que le trophée féminin de la Coupe de France, c'est une histoire de famille chez les Richemont. Après le sacre de TRD Richemont l'année dernière avec l'équipe de Nice, c'est au tour de Henrietta, sa sœur, de remporter le titre avec le club du SBD, annonçant que vous voyez ici contre Monaco. Les Normands ont eu du mal à démarrer dans cette rencontre avant de dominer leurs adversaires. Score final 84-65. Je vous propose d'écouter la joueuse tahitienne juste après la victoire au micro de Julien Panafio et Wallis Glaze.
Super contente. Après, franchement, le match, on a eu du mal à le commencer déjà. On s'est pris un run incroyable, on a eu peur, très peur. Mais ensuite, on a su revenir, on s'est ressaisi et puis là, on gagne de 20 points, quoi. Enfin, je veux dire, ça a payé. Et Henrietta a eu très peu de temps de jeu pendant la finale. Il faut dire que la joueuse a été absente, déparquée pendant 2 mois en début d'année. 2 mois d'absence qui lui ont permis de se recentrer sur elle-même. La basketteuse garde les pieds sur terre malgré ce beau succès. D'autres échéances arrivent prochainement. On l'écoute. En soi, gagner la Coupe de France, c'est un plus, mais l'objectif principal, c'est la montée en Ligue 2, bien évidemment. Donc là, on est en plein play-off, il nous reste encore 3 matchs, 2 contre Monaco, justement, qu'on a joué ce soir, et 1 contre l'Asvel. Donc il faut qu'on en gagne 2 sur les 3 pour pouvoir monter en Ligue 2, du coup, c'est l'objectif. En marge de la Coupe de France de basketball, les finales du Challenge Benjamin ont réuni les 62 meilleurs espoirs de l'Hexagone à Charenton-le-Pont, près de Paris. Et oui, vous le voyez ici, 2 enfants du Fénois, Kimi Kote et Théanoui Goulard, étaient parmi ces graines de champions. Et pour pouvoir se hisser jusque-là, ils ont dû passer plusieurs épreuves de qualification par région, puis par département. Ils étaient plus de 15 000 jeunes à tenter leur chance et les 2 gagnants de Tahiti ont donc passé 4 épreuves d'évaluation avec de l'adresse, des dribbles ou bien encore des lancers aux 3 points. À ce jeu-là, Kimi Kote s'est offert une 3e place chez les filles. Et ce n'est pas fini puisque les performances tahitiennes au basketball se sont enchaînées. Un autre enfant du Fénois a brillé au 3 contre 3. Et oui, et ici, on parle de Noora Tenyaro. Il s'est installé en métropole l'année dernière au centre de formation de Voiron, près de Grenoble. Le week-end dernier, lui et son équipe de Voiron ont décroché le titre de champion de l'Isère lors d'un tournoi régional de basket à 3. On félicite tous nos jeunes. Oui, on les félicite et on se donne rendez-vous jeudi prochain. Oriano, merci. Merci à vous, Athéna. Fin de ce rendez-vous sportif et de ce journal également. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Moana vous emmène à bord d'un cargo mixte en direction des Australes, puis de l'aventure avec un nouvel épisode de Pékin Express. À partir de demain, retrouvez mon camarade Davidson Bennett à cette même place. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et une agréable soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.